Bonsoir à tous, il est 19h30, voici les titres de l'actualité de ce mardi 8 octobre. Autre titre ce soir, la montée des eaux dans le Pacifique. Vous verrez que la mangrove joue un rôle environnemental capital dans notre écosystème. Avec nous Jérôme Aucan, océanographe à l'IRD. Bonsoir. Bonsoir. Et à tout à l'heure. Et puis nous irons à Koné. Là-bas, le collège de Payamboué s'est transformé en un village de scientifiques. De nombreux élèves sont venus présenter leur expérience, une initiative à l'occasion de la semaine de la science. Je vous le disais, autre titre ce soir, la montée des eaux dans le Pacifique. Vous allez voir que la mangrove joue un rôle environnemental capital dans notre écosystème. Avant d'en parler avec notre invité, direction UVA. Là-bas, des scientifiques étudient la mangrove de Nimègue. Nos équipes ont également rencontré les habitants d'UVA inquiets des menaces qui pèsent sur ce milieu. Caroline Antich-Martin et Gaël Decheverry. La mangrove de Nimègue, au nord d'UVA, est un écosystème remarquable. Contrairement aux mangroves de la Grande Terre enrichies par les bassins versants, celle-ci ne peut compter que sur les sédiments apportés par la mer ou autoproduits pour se développer. C'est donc un milieu d'études exceptionnel pour ces scientifiques. Ils y viennent 3 fois par an depuis février 2017 pour mesurer la croissance des arbres et le taux de sédimentation, ainsi que l'absence ou la présence de nutriments dans les sols. Pour cela, Catherine et Nicole creusent des trous au pied des palétuviers et y déposent du fer, de l'azote et du phosphore. Nous cherchons à comprendre ce qui fait pousser et ce qui ralentit la croissance des arbres. Cela peut être le niveau de la mer, la pluviométrie ou les nutriments. Ici, nous sommes proches de la mer. Elle apporte entre autres du phosphore et de l'azote, mais les mangroves qui sont très éloignées de la mer sont toutes petites et il se pourrait que leur croissance soit ralentie par l'absence d'eau douce, mais aussi du fait de leur éloignement par rapport à la mer. Donc peut-être qu'avec l'élévation du niveau des océans, elles vont recevoir plus de nutriments et donc grandir plus vite. La montée des eaux, une bonne nouvelle pour les mangroves, peut-être, à condition qu'elles puissent s'étendre. Cette forêt et ces arbres de plus de 30 mètres en sont la preuve. La hausse des températures, l'augmentation des concentrations en CO2 est quelque chose de bénéfique pour la croissance des palétuviers. Donc bientôt, nous devrions avoir de grandes forêts comme ceci. Du fait de la hausse du niveau des océans, les mangroves vont devoir reculer vers les terres. Lorsqu'il n'y a rien derrière les mangroves pourront reculer. Mais si les mangroves sont confrontées à des reliefs ou si elles sont confrontées à des zones urbaines, alors les mangroves ne pourront pas reculer et elles disparaîtront. Un scénario inimaginable pour les habitants d'UVA qui vivent depuis toujours en symbiose avec la mangrove. C'est un peu notre garde-manger, quoi. Depuis à l'époque jusqu'à aujourd'hui, on a toujours vécu avec la mangrove. Donc, si un jour elle venait à disparaître, je crois que ça va être catastrophique pour la population, quoi. Quand il y a le tsunami, il y a quoi? Une grosse vague. Pour éviter le pire, rien ne vaut la sensibilisation. Cette classe de CM2 étudie depuis 2 ans cet environnement singulier. Maquettes, simulations, plantations avec les scientifiques, ces enfants sont désormais incollables sur la mangrove. Ils connaissent son rôle, les dangers qui la menacent et bien sûr la nécessité de la protéger. Nous serons parents et nous voulons léguer à nos enfants non pas un souvenir mais une réalité visible. Ce n'est jamais trop tard pour bien faire et ainsi continuer à promouvoir notre île d'UVA pour qu'elle reste le plus longtemps possible l'île la plus proche du paradis. Un paradis plus que jamais en sursis. Selon le dernier rapport du GIEC, au rythme actuel, le niveau des océans pourrait augmenter d'1,10 m d'ici 2100. Voilà, pour aller plus loin avec nous, Jérôme Aucan, océanographe à l'IRD. Rebonsoir. Alors, un mot d'abord sur ce dernier rapport du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. D'ici 2100, le niveau des océans pourrait augmenter d'1,10 m. C'est énorme. Concrètement, est-ce qu'il y a des réfugiés climatiques en Nouvelle-Calédonie en 2100 ? Tout à fait. Alors, est-ce que ça ne sera pas forcément des réfugiés climatiques comme on a l'habitude de l'entendre dans d'autres pays, mais il y aura des déplacements de population nécessaires, parce qu'avec 1 mètre de niveau de la mer en plus, de nombreux endroits vont devenir inhabitables et les populations vont devoir bouger. Où cela, en Nouvelle-Calédonie? Quel lieu? Donc, tous les endroits qui sont bas. Donc, c'est forcément des endroits comme UVA qui sont très bas, mais ça peut être aussi des zones côtières de la Grande Terre qui sont très proches du niveau de la mer et pour lesquelles les inondations vont devenir trop fréquentes à cause de la montée du niveau de la mer. Donc vous l'avez dit, des déplacements de population avec ce que cela implique.
concernant notamment le lien à la terre et le foncier également. Alors quelles sont les raisons de cette montée des eaux? Donc dans ce dernier rapport, les scientifiques arrivent à affiner un petit peu leur compréhension du phénomène. Et aujourd'hui, c'est à peu près pour moitié la fonte des glaciers, comme l'Antarctique et le Groenland. Et l'autre moitié, c'est le réchauffement de la mer, qui en ce réchauffement prend plus de place. Donc le niveau de la mer monte à cause de ces deux phénomènes, la fonte des glaciers et le réchauffement des océans. Alors il y a des variations au niveau de ces montées-là? Alors il y a des variations sur la planète. Donc le niveau de la mer ne monte pas de la même façon partout. Et aussi il y a des grands cycles, on va dire on peut appeler ça des saisons pour l'océan, où la mer va monter plus vite pendant une décennie à un certain endroit par rapport à d'autres. Et ensuite elle va monter moins vite. Donc la montée elle n'est pas uniforme, mais par contre ce qu'on sait c'est qu'à la fin du siècle, donc en 2100, cette montée elle aura été globale et à peu près partout dans les valeurs qui ont été données. Indiquées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des cyclones plus fréquents, plus denses? Alors ça, la fréquence des cyclones, malheureusement, c'est quelque chose qu'on ne sait pas encore vraiment, qu'on ne peut pas encore affirmer. Mais même si les cyclones restent identiques, la montée du niveau de la mer va faire que, pour un cyclone identique, les dégâts seront beaucoup plus importants parce que les inondations iront plus loin dans les terres et les dégâts seront plus importants. Un mot sur le rôle justement de ces mangroves sur nos écosystèmes. Effectivement, les mangroves ont un rôle prépondérant dans ce qu'on appelle la protection du littoral. C'est-à-dire c'est une mesure douce, une mesure naturelle contre la montée du niveau de la mer, parce que les mangroves vont freiner à la fois l'érosion côtière en fixant le sédiment, et elles vont protéger les zones qui sont derrière les mangroves en brisant les vagues, les tsunamis, et donc en diminuant l'impact des phénomènes extrêmes comme les cyclones. Un mot sur cette inquiétude légitime de la jeunesse, on l'a vu, Greta Thunberg à l'ONU, on a vu aussi nos jeunes se mobiliser les vendredis pour la planète. Est-ce qu'il est trop tard, Jérôme Aucan? Il est sûrement trop tard pour inverser une grande partie de cette machine climatique qu'on a mis en route, mais par contre il n'est pas trop tard pour s'adapter. Et personnellement, je pense qu'on va pouvoir s'adapter, mais j'ai peur que tout le monde ne puisse pas et qu'on laisse encore sur le chemin les populations les plus défavorisées qui seront celles qui vont subir le plus les effets du changement climatique. Merci Jérôme Aucan d'avoir répondu à notre invitation. Restez avec nous puisque nous sommes encore dans la préservation de notre environnement. Dans la suite de nos propos, nous diffuserons ce soir un documentaire qui nous emmène dans la plus grande des aires maritimes protégées, le parc naturel de la mer de Corail. Ce soir à 20h dans l'itinéraire, nous vous proposons de découvrir cet univers marin à travers le prisme de la culture kanak. Extrait. À l'heure de l'inquiétude face à la disparition des espèces, que reste-t-il à découvrir? Le monde vivant a-t-il encore des secrets? C'est à ces grandes questions que tente de répondre Philippe Boucher. Ce scientifique conduit des expéditions du Muséum d'histoire naturelle nommé La Planète Revisitée. Objectif, la découverte de nouvelles espèces. J'appartiens à la première génération de scientifiques qui est simultanément consciente qu'il reste, on va dire les 3/4 des espèces à découvrir à la surface de la planète, et en même temps qu'on est dans la 6e extinction. On est dans cette crise de la biodiversité où le tiers, le quart ou la moitié des espèces va s'éteindre d'ici le milieu ou la fin du siècle. Et pour terminer, direction Koné. Là-bas, le collège de Payamboué s'est transformé en un village de scientifiques le temps d'une journée. De nombreux élèves des établissements du Nord sont venus présenter leur expérience scientifique, une manifestation dans le cadre de la fête de la science. David Sigal. Ces collégiens de Ouégoua sont venus jusqu'à Koné pour présenter leur expérience. Installés au milieu d'une trentaine de stands, ils expliquent à ces élèves de primaire leur montage. Une création réalisée avec leurs professeurs lors d'ateliers scientifiques les mercredis après-midi. C'est un programme, une tablette et le petit moteur en Lego. Donc on peut faire tourner la maquette pour vous faire montrer combien de temps pour faire tourner. Faire montrer comment ça marche le système solaire. Les expériences balayent de nombreux domaines. Ici, l'énergie. Nous, on a fait du biogaz avec de la bouse de vache. Ici, il y a des bouteilles qui ont été placées au soleil et qui ont donné du biogaz là dans la poche.
Et là, ça a été placé à l'ambre. Et on a remarqué que ça avait besoin de chaleur. Et du coup, à l'ambre, il n'y a pas de formation de gaz. Ces lycéens ont étudié l'habitat bioclimatique, avec des formes et des matériaux de construction différents. Les panneaux solaires, ils utilisent pour la lumière, pour l'électricité. Sinon, ils utilisent des cuves à eau pour prendre de l'eau et puis le filtrer à l'intérieur de la maison. Leurs professeurs d'art plastique et de sciences se sont associés pour les accompagner dans ce projet. C'est vraiment de l'observation de la nature et ensuite on va vers la théorie. Et donc par exemple là on avait différents types de bois, on a certains bois sur les densités, ça permet de travailler sur la question de la densité avec les élèves. Qu'est-ce que c'est qu'un bois souple, qu'est-ce que c'est qu'un bois qui est solide. Donc voilà, il y a vraiment aussi toute une approche scientifique de la matière. À Bourail, on s'inquiète de l'érosion du littoral causée par l'activité humaine. Ça peut faire un effet domino, c'est-à-dire que si on enlève le talus, comme là, la voiture, eh ben, le bosquet va tomber, comme cet arbre, et la forêt va mourir. De vrais scientifiques sont aussi présents au collège de Payamboué, des instituts venus présenter leur travail. Il y a besoin de temps en temps d'événements comme ça pour créer du lien et puis aussi passer les messages, parce que les chercheurs cherchent sur des sujets qui sont en fait des sujets de société, donc éveiller les consciences aussi. Une fête qui permet aux élèves de comprendre que la science, ça peut être sérieux et plaisant à la fois. Bonne soirée sur La Première. À demain. L'info continue sur lapremière.nc.